cette saison, on cherche la neige qui se fait rare. J'espère qu'au nord, ce sera mieux. Je prends la route vers Fermeneuve, dans les Hautes-Laurentides. Je me rends au parc régional de la Montagne du Diable pour grimper un des sommets, mais aussi pour y skier un peu. En route vers ma destination, je m'arrêterai au musée du ski des Laurentides. Je veux plonger dans l'histoire riche et fascinante du ski de fond dans les majestueuses montagnes de la région. Ces terres boisées, où l'hiver règne habituellement en maître, ont été le berceau d'une tradition vieille de plusieurs décennies, façonnant à la fois le paysage physique et culturel de l'endroit. J'ai hâte de découvrir les défis et les triomphes de ceux qui ont œuvré pour préserver et développer ces chemins. L'historien Michel Allard, spécialiste du sujet, m'attend au musée pour m'en apprendre plus. J'ai l'impression que je vais faire un voyage à travers le temps et l'espace où chaque pas nous rapproche un peu plus de la nature et de son histoire. Écoutez, mon cher Alexis, quand on parle de ski de fond, le ski de fond, on appelle ça uniquement quand on va inventer le monte-pente. Avant ça, on parle du ski, du ski nordique qu'on disait, mais du ski. Ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que les Laurentides ont été colonisés après 1840, au nord de Saint-Jérôme. Et là, les premiers colons, les arpenteurs, prennent des sentiers. Il existe déjà des sentiers, soit faits par les animaux, comme les chevreuils, soit faits par les Amérindiens, soit faits par les forestiers. Donc, il existe déjà dans les Laurentides des sentiers. Comment le ski a commencé dans les Laurentides? Ce sont des étudiants et des professeurs de McGill qui ont commencé à faire du ski dans les rues de Montréal et sur le Mont-Royal. En 1892, grâce au curé Labelle, le train se rend jusqu'à Sainte-Agathe. Et nos skieurs de Montréal, ils ont commencé à remonter dans les Laurentides. C'est impossible de parler du ski de fond dans les Laurentides sans évoquer les figures légendaires qui ont arpenté ces sentiers enneigés avec passion et détermination. Parmi eux, le célèbre Jack Rabbit, un pionnier audacieux dont le nom résonne encore dans les vallées enneigées. Jack Rabbit, de son vrai nom Herman Smith Johansson, a tracé les premiers sentiers de ski de fond dans la région, laissant derrière lui un héritage indélébile qui perdure aujourd'hui. Jack Rabbit, c'est un Norvégien. Il fait son cours d'ingénieur en Allemagne, s'en vient en Amérique du Nord. Et là, lui, il se promène avec ses skis. Les Indiens voient qu'il va vite, fait qu'ils vont, c'est eux autres qui vont le baptiser Jack Rabbit. Après ça, il va aller au Lac Placide, il va aller à Montréal. Et quand il va être à Montréal, il va commencer à venir des Laurentides. Il vient s'installer dans les Laurentides et il se déclare ingénieur de ski. Ça veut dire aider, si vous voulez, les pentes qui commencent à s'organiser. C'est aider à tracer différentes pistes. Il a travaillé aussi à Montebello, par exemple, pour établir un système de pistes. Donc, Jack Rabbit, il gagne sa vie, dans le fond, avec ça. Et en même temps, dans les années 30, 32, 35, il y a beaucoup d'hôtels qui vont être construits. Là, ils disent, écoutez, là, il y a beaucoup de skieurs qui viennent, mais on a toutes des pistes un peu partout. Et puis, on aimerait ça que les skieurs puissent, à un moment donné, venir dans nos hôtels, respectivement. Jack Rabbit a tracé une piste qui part de Shawbridge et qui se rend jusqu'à La Belle.
On l'a appelée la Maple Leaf, la feuille d'érable. Et cette piste-là, quand on regarde la carte, elle va d'hôtel en hôtel. Donc, ça fait une piste de ski extraordinairement longue. À un moment donné, là, quand le monte-pente à corbe a été inventé, le skito, là, le ski de fond, là, ça a fait ça. Et dans les années 50, 60, il n'y avait presque plus personne qui faisait du ski de fond. Mais en 67, à l'occasion de la Confédération, on a fait la course qui est partie de la chute et s'en allait jusqu'à Gatineau. Jack Rabbit, c'est lui qui l'a ouvert, cette course-là, qui existe encore d'ailleurs. Et on dirait qu'à partir de là, le ski de fond a repris de la force, a repris de la forme. Et de plus en plus, des gens ont délaissé le ski alpin. Une des raisons aussi, parce que ça coûtait de plus en plus cher. Et on a commencé à s'adapter et à faire du ski de fond. Donc, Jack Rabbit, si vous voulez, c'est un peu une icône. C'est celui qui, dans le fond, a fait revivre le ski de fond dans les Laurentides et son nom est rattaché toujours à la fameuse piste Maple Leaf. À une époque où les skieurs étaient rares et les équipements rudimentaires, Jack Rabbit a su voir au-delà des obstacles pour partager sa passion avec le monde. Il a sillonné les montagnes, établissant des pistes et transmettant son savoir-faire aux générations futures. Grâce à son dévouement, le ski de fond est devenu bien plus qu'un simple passe-temps hivernal. C'était une véritable tradition ancrée dans l'âme des Laurentides. Mais l'histoire des sentiers dans les Laurentides ne se limite pas à l'hiver. Au fil des saisons, ces mêmes sentiers se métamorphosent, se transformant en havre de paix pour les randonneurs pédestres avides de découvrir la beauté naturelle de la région. Ainsi, ce qui était autrefois des pistes enneigées devient des chemins ombragés, serpentant à travers les bois verdoyants, offrant aux marcheurs une escapade sereine, loin de l'agitation urbaine. Quand, à un moment donné aussi, on a commencé à réouvrir les pistes de ski de fond, bien, on s'est aperçu que, oui, mais ski de fond l'hiver, mais l'été, ça peut venir de très belles pistes pour des randonneurs. Il y a eu, à un moment donné, une prise de conscience qu'il y a le sport le plus facile à faire, qui est le sport de la marche, et que les Laurentides sont ouvertes à ça. Puis d'autant plus que si l'hiver continue à être des hivers comme on vient d'avoir, la randonnée pédestre va devenir, à mon avis, un sport de plus en plus important. Pourtant, malgré toutes ces avancées, une chose demeure inchangée: l'esprit d'aventure et de camaraderie qui anime chaque sortie sur les pistes. Que ce soit en famille, entre amis ou en solitaire, le ski de fond reste une façon formidable de se connecter avec la nature, de rester actif et de créer de merveilleux souvenirs. C'est drôle quand même de me retrouver en haut d'une tour ici qui est au sommet d'une montagne. Ça me fait dire que l'humain veut toujours aller plus haut, plus loin, découvrir des nouveaux territoires.
La curiosité qui anime l'être humain, là, c'est insatiable. Alors que je m'engageais sur le sentier, j'ai eu soudainement ce goût inexplicable de rythmer davantage mes pas jusqu'à en faire une course effrénée à travers les bois. La respiration, les aiguilles des conifères se frottant à ma veste, chaque bruit devenait intense. Chacune de mes foulées était accompagnée du craquement de mes crampons transperçant la croûte de neige en surface et semblait résonner comme un écho menaçant. Mais malgré la menace implicite, une lueur de défi brillait dans mes yeux. C'était le retour du gamin qui voulait jouer. Dans un monologue intérieur, je partageais mon approche personnelle de la randonnée pédestre. Parfois, c'était pas seulement une promenade tranquille dans la nature, mais un défi physique et mental. Je parlais de la course sur les sentiers, de la façon dont cela transformait une simple balade en un jeu sportif exaltant. Je décrivais la montée d'adrénaline alors que mes jambes martelaient le sol, le souffle court et le cœur battant la chamade. J'ai plus 20 ans et quelques kilos en trop. Mais chaque virage devenait une opportunité de repousser mes limites, de me surpasser. Ceux qui pensaient que la randonnée pédestre était réservée aux contemplatifs, eh bien, pas toujours. Pour moi, c'est aussi un jeu, un défi, une manière de me connecter à la nature tout en repoussant mes propres limites. En tant que passionné de randonnée, je suis constamment en quête de ces instants privilégiés, où la solitude se mêle à la majestuosité des paysages sauvages. Chaque pas que je fais dans ces bois résonne avec les échos des premiers défricheurs, ces pionniers courageux qui ont tracé les sentiers à travers les montagnes et les vallées. Imaginez leur parcours solitaire, leur lutte contre les éléments, leur détermination à ouvrir des voies pour les générations futures me remplit d'admiration et d'humilité. Je prends une petite pause, puis je regarde mes crampons et ça me fait penser, c'est un classique là, parmi les randonneurs, les gens posent souvent la question,
sur les médias sociaux, entre autres, crampons ou raquettes. Les crampons, il faut toujours les avoir dans le sac à dos, en tout temps, surtout, évidemment, à partir du mois de novembre jusqu'au printemps, parce que en cette période-ci, par exemple, au mois de mars, la neige est un petit peu plus molle de jour, elle a tendance même à fondre en surface, puis évidemment à se glacer pendant la nuit. Donc, en matinée, quand on démarre notre rando, on est sur une surface qui est croustillante, qui est durcie. C'est important donc d'avoir ces crampons parce qu'on veut garder l'équilibre, on ne veut pas se blesser, mais il faut savoir les utiliser. Je croise beaucoup de gens qui portent des crampons, qui ont des crampons, mais ne savent pas comment marcher avec ceux-ci. La chose à faire et à retenir, c'est qu'il faut absolument avoir un maximum de pointes sur la surface. Donc, si j'ai un crampon qui a 11, 12 ou 13 pointes, c'est d'en avoir un maximum qui vont être en contact avec la glace, avec le sol, avec la neige qui va être durcie, donc, pour avoir un maximum d'adhérence. C'est pas compliqué. Alors donc, si je suis en pente et que je descends, je veux que l'ensemble de mon pied colle la surface. Je veux pas que ce soit juste mes orteils, je veux pas que ce soit juste mon talon, je veux que ce soit l'ensemble du pied. La même chose, ça c'est souvent tentant, on veut descendre de côté, on met juste un côté du pied avec les crampons. Alors ça, souvent, on va se mettre à glisser. Alors, c'est pas sécuritaire. La même chose, on va avoir l'ensemble des crampons sur la surface, si on fait cette méthode-là, qui est quand même plus difficile pour les débutants. Mais de face, là, c'est vraiment l'idéal. Donc, de continuer de marcher normalement, mais toujours penser qu'on veut un maximum de pointes sur la surface. C'est drôle quand même de me retrouver en haut d'une tour ici qui est au sommet d'une montagne. Ça me fait dire que l'humain veut toujours aller plus haut, plus loin, découvrir des nouveaux territoires, passer une montagne, un cap de roche, traverser une clairière, un marais. La curiosité qui anime l'être humain, là, c'est insatiable. Le territoire, quand on le regarde comme ça de haut, c'est vraiment impressionnant. Je peux juste m'imaginer Jack Rabbit, quand il est arrivé ici, puis il a décidé de développer des pistes, évidemment en suivant au départ la rivière du Nord, puis ensuite le chemin de fer, développer sa Maple Leaf, la colonne vertébrale, les sentiers de ski à travers les Laurentides. Il a dû se poser pas mal de questions comme ingénieur aussi. Où je passe? C'est quoi le meilleur passage? Qu'est-ce qui serait peut-être le moins difficile pour attirer le plus de gens possible à faire du ski? Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de débutants. C'est quand même impressionnant. Ça prend un certain courage, ces gars-là qui ont été des bâtisseurs du Québec, peut-être sans le savoir même d'une grande portion de l'économie des Laurentides, entre autres, avec le tourisme. Puis aujourd'hui, bien, ces sentiers-là, c'est moi qui les emprunte en randonnée, en raquette, en ski, en chaussures, pendant la période estivale. Il y a quand même de l'histoire sous nos pieds quand on y pense. L'histoire m'a toujours fasciné.
j'ai appris une tonne de choses sur l'avènement des loisirs de plein air dans la vie des Québécois. C'est fascinant de savoir que le tout débute dans les Laurentides par la venue des Montréalais dans la région grâce au train. J'ai moi-même plusieurs ancêtres ayant travaillé sur le chemin de fer du curé Labelle qui a permis ces exodes d'une fin de semaine. De ces visiteurs occasionnels, plusieurs ont fait le choix de venir y habiter, de venir y défricher son petit lopin de terre, de se bâtir et de s'installer. L'humain va toujours plus loin et a cette curiosité bien ancrée de vouloir explorer de nouveaux territoires. Les Laurentides, c'était le Klondike pour les métiers de la forêt, mais aussi pour le ski et les loisirs naissants. Entendre un vieil homme comme Michel Allard me jaser avec passion et vivacité de l'histoire des sentiers et de leurs pionniers traceurs et bâtisseurs, ça me touche. J'ai cette faculté à me projeter dans le passé et à m'imaginer l'époque. J'adore ça. Ça me chuchote à l'oreille une fois de plus qu'on doit se battre pour les protéger et les conserver, ces sentiers. Lorsque l'on randonne ou que l'on skie, il faut se souvenir de ces hommes et ces femmes qui nous l'ont légué et rendu accessible.